Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. En ces temps d'incertitude financière, les acheteurs ont tendance à se tourner vers les véhicules qui sont dits abordables. Mais si les prix sont alléchants, ces véhicules-là sont parfois pas avantageux à long terme. Les gars, c'est quoi la définition d'une voiture abordable? Bien, c'est essentiellement une voiture qui va te permettre de rouler le plus longtemps possible et à moindre coût. Parce qu'effectivement, le prix en tant que tel peut sembler alléchant, mais combien est-ce que ça va te coûter pour l'utiliser et la conserver pendant un temps X ou une période de temps X? Bien, ça, c'est une autre question. L'exemple que je peux donner, qui est le plus clair à mon esprit, c'est un VinFast VF8 que tu peux obtenir en ce moment pour 37 000 plus taxes, ce qui va sembler alléchant pour bien des gens. Mais combien ça va te coûter garder un VinFast pendant 10 ans quand on sait que la réparabilité n'est pas là, que les coûts d'assurance sont super élevés? Alors, tout ça, tu le calcules, tu fais la comparaison par rapport aux produits en compétition et tu en arrives à la conclusion que c'est un véhicule qui va te coûter pas mal plus cher que d'autres. Et je dirais moi aussi que toute cette notion de véhicule abordable a beaucoup évolué au cours des dernières années. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il y a peut-être 10 ou 15 ans, les véhicules abordables, c'était souvent une catégorie qu'on appelait les voitures sous-compactes. Ouais. C'est vraiment des toutes petites voitures. On pense à la Hyundai Accent ou des voitures comme Yaris, ça. Fit. Exactement. Toutes ces voitures-là qui sont essentiellement complètement disparues du marché. Elles sont devenues des utilitaires. Là. Exactement. Donc, et maintenant, ce qui arrive, c'est que les constructeurs te proposent plus, justement, ces voitures-là à petit prix, à petit format. Ils vont te proposer souvent un VUS avec plus d'équipement que l'on souhaite. Et donc, il y a tout cet aspect-là, toute cette catégorie-là de voitures qui est véritablement disparue du marché. Selon moi, ce serait intéressant si elle pouvait revenir sur le marché parce qu'il y a une forte demande pour ce type de véhicule. Parce que jusqu'ici, les constructeurs ne voulaient pas, c'est pas attirant pour un constructeur de vendre ces véhicules-là. Et les acheteurs ont développé un appétit pour des véhicules qui étaient plus gros et aussi mieux équipés. Oui, mais par défaut. Par défaut, parce que quand on dit que les acheteurs ont développé un appétit, c'est parce qu'il n'y a plus d'offres. Exact. Si la Yaris est encore là, permets-moi de te dire qu'on en vendra encore beaucoup au Québec. Là, sur le marché nord-américain, c'est une autre histoire. Parce qu'on comprend que les mœurs des acheteurs moyens nord-américains ne sont pas nécessairement les mêmes. Et c'est sûr qu'une Yaris, ça pourrait plus être vendu à 22 000. Là. Une voiture, ça ne peut pas coûter moins de 30 000 grosso modo, là, à quelques exceptions près. Mais la vérité, c'est que les sous-compacts pourraient encore répondre à des besoins. Oui. Et l'avantage d'une sous-compact, c'est pas uniquement son prix d'achat, c'est le coût de possession à long terme. Et demandez-vous pas pourquoi une sous-compact d'occasion aujourd'hui, ça coûte encore une fortune. C'est parce qu'il n'y a plus d'équivalent dans le neuf. Pense juste, par exemple, la taille des pneus que tu dois changer. Ouais. Donc, des pneus de plus petite taille qui vont coûter moins cher, évidemment, que des pneus de large diamètre et des roues de 20 ou 21 pouces que l'on voit maintenant souvent sur des VUS. Donc, tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte que la voiture sous-compacte, si elle pourrait revenir, tu aurais aussi tous ces avantages-là. Des primes d'assurance qui sont moins élevés, des coûts de matriculation qui sont moins élevés, des coûts, encore une fois, d'entretien parfois. Énergétique. Exactement, qui sont moins élevés également. L'autre aspect aussi, c'est qu'il faut considérer comment le véhicule que l'on considère va évoluer dans le temps, notamment en ce qui a trait à la fiabilité. Alors, on a beaucoup de sondages qui sont publiés à chaque année qui vous indiquent un petit peu la fiabilité ou le taux de satisfaction de la clientèle après 3 ans d'usage, notamment chez J.D. Power et ainsi de suite, avec le VDS, Vehicle Dependability Study. Donc ça, c'est des facteurs aussi à considérer, de voir, parce qu'il y a des marques et des modèles qui s'en tirent beaucoup mieux pour ce qui est de la durabilité et aussi de la fiabilité à long terme, dépendamment des créneaux, dépendamment des marques de voitures. Et il y a aussi les garanties des constructeurs qui vont influencer aussi cet entretien-là. Oui, mais aujourd'hui, ça me fait un peu rire parce qu'il y a des compagnies qui sont capables de te donner des garanties exceptionnelles. Je reviens à VinFast, mais on n'est pas capable de les honorer. Alors, rendu là, ça donne quoi? Tu sais, si tu n'es pas capable d'honorer la garantie qui a fait en sorte que tu as vendu le véhicule, on a un sérieux problème. La vérité, c'est que ce que tu veux, c'est un véhicule qui est fiable et qui va t'éviter d'aller au garage tout le temps. Si la garantie est moindre, mais que tu as un véhicule satisfaisant entre les mains, c'est pas mal mieux que d'avoir un véhicule problématique avec lequel tu vas passer ton temps au garage. Il y a des constructeurs qui ont des très grandes garanties et des véhicules très fiables, comme Mitsubishi, par exemple. Où est-ce que la technologie est un petit peu en retrait, par contre, la fiabilité y est. Exactement. Puis tu sais quoi, pour bien des gens,
C'est ce qui est le plus important et c'est la raison pour laquelle Mitsubishi, qui est un bel exemple que tu nommes, est un des constructeurs qui a un taux de fidélité parmi les plus élevés des marques japonaises. Ça en dit long, même si les produits ne semblent pas super attrayants ou avant-gardistes, bien, la vérité, c'est qu'ils sont fiables, ils ne coûtent pas trop cher à conserver. Ça consomme des fois un peu plus que la moyenne, mais rendu là, c'est symbolique par rapport à la tranquillité d'esprit que ce genre de véhicule-là peut offrir. Je vous arrête, les gars. Après la pause, on se demande la question, est-ce que c'est mieux louer ou acheter? Est-ce qu'il y a beaucoup de vols de véhicules électriques? Les VE ne figurent pas sur les listes des véhicules les plus recherchés par les voleurs. C'est que beaucoup de véhicules volés sont destinés à des marchés où le réseau de recharge n'est pas bien développé. Mais ça ne veut pas dire qu'on paie moins cher d'assurance pour un véhicule électrique. L'ensemble des vols affecte les coûts de notre prime, sans compter que les véhicules électriques sont généralement plus chers à réparer. Les gars, une question qui nous revient souvent. Est-ce que c'est mieux louer ou acheter un véhicule abordable? Il faut d'abord comprendre ce que c'est une location versus un achat. Parce qu'il y a des gens qui voient ça comme la possibilité de pouvoir accéder à des véhicules qu'ils ne pourraient pas se payer avec un financement traditionnel. Et à partir de ce moment-là, je dis non. Parce que si vous ne pouvez pas payer le véhicule au niveau mensuel, bien, le louer, c'est pas nécessairement plus abordable. Évidemment que la mensualité en tant que telle va être un peu plus basse, mais vous allez payer tout le temps en continu. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Puis il faut évidemment comparer les besoins qu'on a. Si on loue un véhicule et que vous ne roulez que 8000 km par année et que vous payez pour 20, vous payez dans le vide. À l'opposé, si vous roulez 30 000 km et que vous avez loué un véhicule en dépassant le kilométrage qui vous est alloué, vous allez avoir des surprimes. Ça coûte plus cher d'assurance, une location. Au moindre petit accrochage ou à la moindre dommage qu'il va avoir sur le véhicule, vous allez devoir débourser pour aussi. Alors, ça vient avec sa part de risque. Il faut vraiment évaluer ses besoins. Et après ça, bien, regardez le produit qui nous intéresse et les offres du constructeur. Parce que d'un produit à l'autre, ça varie, là. Ça varie énormément, mais aussi, je crois que si tu regardes l'aspect de la location, surtout si on loue un véhicule sur un terme comme 3 ans ou 4 ans, c'est-à-dire pour la durée de temps sur laquelle le véhicule est protégé par la garantie complète. Il y a beaucoup de gens qui vont louer un véhicule et qui vont changer de véhicule aux 3 ans ou aux 4 ans, justement parce qu'ils veulent conduire un véhicule qui est neuf et qui est couvert par la garantie pour le temps qu'ils vont conduire ce véhicule-là. Mais une tranquillité d'esprit. Exactement, tranquillité d'esprit. Mais comme Antoine l'indique, c'était toujours dans un système de paiement et à partir du moment où tu remets le véhicule que tu conduis, pour en prendre un autre, on continue justement les paiements avec un autre véhicule. Donc, tu n'as jamais d'équité dans un véhicule. L'autre aspect, évidemment, c'est d'acheter le véhicule et après un certain temps, même si on le finance, il est entièrement à nous. Et là, la clé dans ce cas-là, c'est de faire l'entretien de façon régulière. Ça, c'est véritablement le succès, la clé du succès pour rouler longtemps avec un véhicule, c'est de suivre le programme d'entretien qui figure dans le manuel du propriétaire avec le service dur, parce qu'au Québec, c'est ça que l'on a, là, avec les conditions climatiques que l'on a. Mais si vous faites ça, il y a plus de chances, évidemment, de faire durer le véhicule. Ça va coûter moins cher à long terme. Exact. C'est sûr que ça va coûter moins cher à long terme. Bon, évidemment, tout dépend dans quel type de véhicule on est, là. Si vous achetez un BMW de X5, bien, la location est peut-être plus recommandable parce que vous ne voulez pas avoir un X5 qui a 10 ans et composé avec les coûts de réparation de ça. Évidemment, dans le contexte où on regarde ça d'un œil rationnel, mais rendu dans ce genre de produit-là, il n'y a plus grand-chose de rationnel. Alors, on revient à des véhicules qui sont plus abordables, plus traditionnels d'approche. L'autre truc qu'il faut mentionner, c'est que l'achat peut être intéressant, mais dans la mesure où vous ne financez pas sur des termes de 7 ou 8 ans, ça n'a aucun sens. Le constructeur Tesla pousse énormément le financement de ces véhicules sur un terme de 96 mois. Il est où l'avantage? Il n'y en a pas. Parce que pour moi, l'avantage d'un financement, c'est de rapidement être capable d'accéder à une équité positive sur la valeur de son véhicule. Ce qui n'arrivera pas dans un terme de 84 ou 96 mois. À la limite, là, financer sur un terme de 72 mois, c'est ce qu'il y a, en ce qui me concerne, de plus long comme terme recommandable. Passez ça, c'est trop long, vous êtes peut-être mieux d'aller en location. Parce que
On ne sait jamais quels sont les aléas de la vie, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que dans 3 ans, vos besoins vont changer et là, vous allez devoir remplacer votre véhicule. Vous allez vous le faire voler, accidenter. On ne sait pas ce qui va arriver. Et là, vous allez être en équité négative. Vous allez devoir débourser pour égaler la somme due sur le véhicule et recommencer. Ce n'est pas ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la fameuse balloune, là. La fameuse balloune. Donc, en financement, c'est maximum sur un terme de 72 mois. Autrement, je recommande la location, rarement sur un terme dépassant les 48 mois. Pourquoi? Parce que si vous louez sur plus de 48 mois, c'est certain que vous allez devoir faire un entretien qui va coûter un peu plus coûteux. Entretien que vous allez payer à grands frais pour ensuite redonner les clés pas longtemps après. Alors, jusqu'à 48 mois, ça va. Vous n'allez peut-être pas devoir remplacer les pneumatiques parce qu'en changeant pneus d'hiver, pneus d'été aux saisons, vous êtes capable de rouler 35-40 000 km avec chaque jeu de pneus, redonner les clés et que le véhicule soit encore dans une condition potable. Mais quand on est sur un 60 mois en location, bien là, souvent, on commence à devoir faire des freins, remplacer des pneus. Il y a des coûts d'entretien qui coûtent plus cher et au final, vous n'avez rien sauvé. Puis souvent, une location de 60 mois, bien, on va choisir ça. Pourquoi? Parce que ça coûte quoi? 30 $ de moins par mois? Ça ne vaut pas la peine, là. Les gars, on s'en va à la pause. Au retour, on décortique le paiement de location. L'OPC exige que les contrats soient clairs et détaillés. Avant de signer, prends le temps de bien comprendre ce que tu achètes. Saviez-vous que l'élément le plus coûteux à réparer sur un véhicule automobile, c'est la corrosion de la carrosserie? Évidemment, la façon la plus économique d'éviter le problème, c'est un traitement anti-rouille annuel. En plus de quoi, vous allez gagner au niveau de la valeur de revente sur votre véhicule, ce qui n'est pas négligeable. Antoine, on a l'impression que les véhicules sont toujours de plus en plus chers, mais toi, tu as un exemple qui prouve que ce n'est pas toujours le cas. Bien, en fait, c'est qu'on a l'impression que les voitures coûtent toujours de plus en plus cher parce que tu vois les factures monter de façon mirobolante. Et lorsqu'on a dévoilé le prix, par exemple, de la dernière Honda Prélude qui a été lancée, le modèle 2026, la mâchoire de la plupart des gens est tombée à terre à 52 000 et des poussières avec les frais de transport préparation. On se disait, mais voyons donc comment on peut vendre une Prélude à 52 000. Bien, vous savez quoi? En 2001, lorsqu'on a retiré la Prélude du marché, c'est une voiture qui se vendait autour de 29 000 $. Alors, converti en dollars d'aujourd'hui, avec une inflation à 84 bien, le 29 000 $ devient 52 000 et des poussières. On est exactement à la même place qu'en 2001 dans le cas de cette voiture-là. Et tu peux faire l'exercice avec un paquet de modèles pour réaliser que c'est la même chose, le même cas. Un Nissan Pathfinder, c'est la même chose. Alors oui, les voitures en nombre absolu nous semblent beaucoup plus chères. Par contre, c'est pas nécessairement plus cher qu'à l'époque. La grosse différence, par contre, c'est si on compare les prix de ces années-là et les prix d'aujourd'hui, c'est que notre pouvoir d'achat est plus nécessairement le même ça, parce que le coût de la vie augmente partout, mais aussi le fait qu'à cette époque-là, quand tu parles de la Prélude qui est retirée du marché, on n'a peut-être pas nécessairement un compte de cellulaire, un compte d'accès à Internet, toutes des choses, des coûts avec lesquels il faut composer maintenant qui grugent un peu notre pouvoir d'achat, qui fait en sorte qu'on en a moins à consacrer à l'automobile et c'est la raison pour laquelle ces mensualités-là qui deviennent plus élevés deviennent un peu un problème. Tu sais, on a des paiements partout, des abonnements à YouTube, une assurance pour le chien. On en a partout des paiements, là. Alors, à l'époque, ça n'existait pas, c'est incroyable. Mais si je reviens au prix d'un véhicule en tant que tel, par exemple celui de la Prélude, bien, chez Honda, à 52 000 et des poussières pour ce véhicule-là, ça fait des mensualités qui sont super élevées par rapport à un autre véhicule qui pourrait être vendu exactement au même prix, mais où les offres promotionnelles sont plus alléchantes. Il y a ça qu'il faut regarder aussi, là. Oui, en effet, c'est pas seulement le prix du véhicule qui détermine la mensualité, soit en location ou en financement, là. Non, bien en fait, si tu la payes comptant, c'est une chose, mais les concessionnaires ne veulent plus vendre des voitures au comptant parce qu'on fait du profit quand on vend un financement ou un programme de location. Évidemment, si tu finances la voiture, bien, ce qui va faire en sorte que le paiement va être plus bas ou plus haut, c'est simplement le taux de financement. C'est un calcul qui est assez simple à faire. À la location,
C'est toutefois beaucoup plus complexe parce que là, entre en considération la valeur résiduelle. Et ça, il y a des entreprises qui sont spécialisées pour les établir, ces fameuses valeurs résiduelles ou valeurs de rachat. Et c'est là que tout se joue, là. Tout à fait, parce que tu as des véhicules qui peuvent avoir un prix ou une mensualité qui semble très, très intéressante pour ce qui est de la mensualité lorsque tu signes le contrat. Mais par contre, ça donne une valeur de résiduelle qui est beaucoup plus élevée au terme du contrat, alors que d'autres, la valeur résiduelle va être beaucoup plus basse parce qu'il n'y a pas un historique chez cette marque-là ou ce modèle-là en particulier. Et ça, évidemment, ça affecte tout le reste de l'équation là, quand on parle de ce programme-là. On peut donner, par exemple, le Jeep Cherokee qui vient d'arriver sur le marché. Bon, bien, c'est un véhicule qui va être vendu peut-être au même prix qu'un Honda CR-V équivalent, 2 VUS compacts hybrides comparables. Mais chez Jeep, ça va te coûter, à prix équivalent, 125 $ de plus pour le louer que pour un Honda CR-V, alors que le prix d'achat est à peu près le même. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'avoir une valeur résiduelle aussi forte que du côté de chez Honda, aussi parce qu'on n'a pas des programmes de location, donc des taux qui sont aussi alléchants. Donc, ça fait un écart considérable et ça, c'est le facteur qu'il faut regarder. Les gars, dans le plus concret, on a des coups de cœur dans les voitures abordables. Je commence avec toi, Gabriel. Bien, écoute, il y a la nouvelle Kia K4 qui propose un très bon rapport équipement-prix aussi, puis qualité de fabrication également. Je reviens souvent aussi avec la fameuse Mazda 3, qui est une voiture un peu vieillissante, mais avec le rouage intégral qui est disponible à peu de frais. Ça aussi, ça peut être un choix qui est très, très valide dans le créneau, justement, des voitures abordables. Mais je pense que ce qui risque de changer la donne un petit peu au cours des prochaines années, c'est évidemment l'arrivée potentielle de véhicules chinois à bas prix, surtout aussi dans le créneau de l'électrique. Si ça se concrétise, ça, il va y avoir une pression beaucoup plus forte sur l'ensemble des marques qui sont déjà établies sur le marché canadien pour rivaliser ou tenter de rivaliser avec les prix de ces véhicules-là. Puis ça va être quelque chose d'intéressant à surveiller, je pense. Les gens qui cherchent des valeurs sûres, qui veulent avoir une tranquillité d'esprit, moi, j'ai toujours dit que le véhicule le plus parfait dans le contexte où on vit au Québec, c'est la Subaru Crosstrek. Et financièrement parlant, c'est aussi une voiture qui est très attrayante parce que tu l'achètes, tu sais que tu as une excellente valeur entre les mains. Rapidement, tu vas être en équité positive avec ce véhicule-là si ton terme de financement n'est pas trop long. Ton coût de réparation ou d'entretien ne sera pas trop élevé. Ça va au niveau des assurances. Et à la location, c'est super compétitif parce que la valeur de revente est tellement plus forte que celle d'un Kona, d'un HR-V, d'un Chevrolet Trailblazer que tu vas avoir une machine très, très intéressante en paiement de location. Tu peux louer ça sur 2 ans, 3 ans. Ça ne te coûte pas nécessairement plus cher que sur 4 ans. Puis c'est pour ça que moi, chez Subaru, je dis louer sur un maximum de 3 ans parce qu'il est garanti 3 ans. Puis vous pouvez renouveler après si vous souhaitez continuer dans un processus de location. Mais acheter une Crosstrek, c'est une formule super recommandable. Et si on va dans les électriques, les offres les plus intéressantes, récemment, je regardais ça, là, du côté de chez Subaru avec le Solterra, c'est vraiment attrayant. Le nouveau Subaru Solterra est pas mal plus recommandable que l'ancien, on va se le dire. Subaru a l'avantage de Toyota au niveau des taux de location et des valeurs résiduelles. Demandez-moi pas pourquoi, mais Subaru a réussi à faire en sorte que le véhicule soit plus attrayant sur le plan financier. Vous pouvez regarder la Nissan Leaf. Mais à la location, à l'achat, ça n'a pas de bon sens, mais à la location, on est super agressif. On a des taux vraiment qui sont subventionnés fortement, des rabais supplémentaires. La Kia Niro, qui est en fin de carrière, c'est aussi une super bonne valeur. Et on verra quelles seront les offres de Fiat dans les prochains mois parce que ça se promène comme ça en yo-yo. Mais la Fiat 500, pour quelqu'un qui a besoin d'une petite voiture pour tourner en rond, bien, on l'a vu là, dans les derniers mois, il y a eu des offres super alléchantes. Oups, c'est disparu. Oups, ça revient. Fait que c'est de regarder au moment où on magasine si l'offre est intéressante ou pas. Mais dans l'électrique, avec les subventions qui sont revenues, il y a des constructeurs qui se défendent mieux que d'autres. Et je pense que ça vaut la peine de regarder ça également. Il y a des véhicules qu'on n'aime pas
Comme par exemple la Honda Civic, il y a 20 ans de ça, on l'aurait recommandé très rapidement. C'est un véhicule qui a augmenté en valeur. Ouais. Très recommandable comme véhicule, mais on n'est plus dans la même catégorie réellement. En fait, termes on n'est plus dans la d'abordabilité. course. C'est que c'est tellement plus cher qu'une Kia K4, par exemple, que c'est difficile de justifier le supplément. Ça demeure une voiture. Tu sais, si vous voulez acheter ça pour la garder 10 Oui. ans, bien, allez-y, les yeux fermés. Là. Il n'y a aucun problème, surtout dans l'hybride. Mais si on cherche une mensualité plus raisonnable, bien, Honda n'est plus dans la course avec la Civic, malheureusement. On peut mentionner aussi la Subaru Impreza. C'est comme une Crosstrek, mais un peu plus voiture, si on veut. Ça n'a pas nécessairement la même vocation. Mais l'abordabilité du côté de la traction intégrale, c'est intéressant. Ouais. Du côté de la Impreza. Puis si on aime se faire plaisir aussi, on peut regarder du côté de la Jetta. Un véhicule qui est somme toute abordable et aussi qui est agréable à conduire. Ouais. Encore une fois, merci beaucoup les gars. La semaine prochaine, on essaye le Lincoln Navigator.